nous avons la chance d'avoir parmi nous à la fois des entrepreneurs que nous retrouverons toute la journée, mais nous avons également des hommes et des femmes qui suivent, accompagnent, sont derrière l'ensemble de cet écosystème entrepreneurial et qui ont décidé, avec leur engagement, de faire naître une nouvelle génération d'entrepreneurs qui font de l'audace et du désir d'entreprendre justement leur principale motivation. Je vous propose de démarrer ce panel avec un regard croisé. Un regard croisé sur le continent africain et en particulier sur la région avec un duo d'une qualité. D'ailleurs, je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je vous propose de démarrer avec Anne-Laure Kichel. Alors Anne-Laure Kichel, nous pouvons vous qualifier d'entrepreneur. Vous avez quitté une situation plutôt confortable, permettez-moi de la qualifier ainsi, pour devenir vous-même et faire ce pas de côté que font les entrepreneurs. Vous avez créé votre agence, Global Sovereign Advisory, et vous avez une lecture très précise du continent. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de ce que représente cet élan aujourd'hui sur le continent africain pour les entrepreneurs ? Merci beaucoup, Pedro. Alors, pour justement un peu se mettre les chiffres en tête, je voudrais vous proposer de regarder 3 faits. Le premier fait, il est autour de la jeunesse. On l'a tous en tête, mais 35% des jeunes, en 2050, seront africains. Et ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque année, vous avez entre 10 et 12 millions de jeunes qui viennent sur le marché du travail, et pourtant, vous n'avez que 3 millions d'emplois dans le secteur formel qui sont créés. On voit bien qu'on a là un gap, à peu près, j'arrondis les chiffres, de 10 millions de talents. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour ces talents, bien sûr. Le deuxième fait que je vous propose de regarder, il est autour de l'informalité. C'est très difficile, par définition, de qualifier le nombre et la quantité d'une économie informelle. Mais par exemple, on peut dire que 70%, 80% des économies sont proches de l'informel. C'est évidemment beaucoup. On voit bien qu'il y a un défi immense autour de ça. Et enfin, le troisième fait à regarder qui est intéressant, c'est la croissance. Avant la crise du Covid, les économies africaines ont à peu près en moyenne une croissance de 4%. J'arrondis bien sûr les chiffres parce qu'il y a des disparités entre pays, mais pour faire une moyenne. Là, 2020, on est plutôt vers les moins 2%. Dans les prévisions, aux alentours de 2022 par exemple, on est vers un retour vers 3-4% et après progressivement 5%. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est la nature de cette croissance. Parce que la première croissance, les 4% d'avant Covid, c'est une croissance qui est une croissance très drivée par les dépenses publiques. Et clairement, la croissance future, elle devra être drivée par l'investissement et par le secteur privé. Et donc tout ça, en fait, on voit bien que ces 3 chemins, ces 3 faits, ces 3 chiffres, ils nous mènent, non pas vers Rome, mais vers l'entrepreneuriat, qui est absolument quelque chose d'absolument important, de majeur. Ce n'est pas la seule solution à tout, c'est pas ça qui va donner du travail à 10 millions de jeunes, mais c'est une solution essentielle, centrale et cruciale. Alors ça tombe bien parce qu'en Afrique, il y a vraiment toutes les caractéristiques pour y arriver. Pourquoi ? Parce que, et ça a été rappelé par le ministre Koulibaly, il y a cette audace, il y a ce désir d'entreprendre. Et l'Afrique est le continent où le désir d'entreprendre est le plus fort. Là aussi, pareil, c'est toujours difficile, il faut se méfier des statistiques, mais beaucoup de statistiques vous disent qu'il y a 75%, 80% de gens qui vous disent avoir le désir d'entreprendre, le désir d'investir. Et ça, c'est absolument exceptionnel, extraordinaire, et évidemment un potentiel très très rare à garder en tête. C'est pas qu'un désir, c'est aussi une réalité, parce que là aussi, pareil, l'Afrique se classe de manière systématique au rang et au palmarès des pays les plus entreprenants dans le monde. Alors vous avez l'Ouganda où il y a 30% de la population qui sont entrepreneurs, vous avez des moyennes africaines aux alentours de 25% d'entrepreneurs. Et puis surtout, vous avez, et c'est un thème évidemment qui est cher à mon cœur, l'entrepreneuriat féminin, où là, quand vous avez des taux d'entrepreneuriat féminin de 40%, 50%, c'est considéré comme très très bas, et on est plutôt dans des moyennes de 60%, où là, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Nigeria et bien d'autres pays s'illustrent autour de ces chiffres qui sont particulièrement forts. Alors, dans tout ça, il y a quand même un mais. Et le mais, c'est quoi ? C'est que souvent, l'entrepreneuriat est encore un entrepreneuriat de subsistance et pas encore un entrepreneuriat de transformation. C'est quoi un entrepreneuriat de transformation ? C'est un entrepreneuriat, vous le savez très bien, dans lequel vous créez des emplois et vous êtes capable d'en créer rapidement, en particulier dans les 5 premières années. C'est comme ça qu'on regarde ça et qu'on analyse ça. Et ça, il va falloir travailler à ça parce que le vrai vecteur et le vrai facteur de croissance, c'est quand on est dans ce type d'entrepreneuriat. Il y a évidemment aussi le sujet du financement, ça a été dit, ça a été rappelé. De temps en temps,
temps, les financements ne sont pas appropriés, soit parce qu'ils sont trop courts, soit parce qu'ils sont trop faibles, soit parce que les taux sont trop importants, soit parce que les délais pour obtenir les financements sont trop longs. Donc là, on a encore une très grande disparité et c'est évidemment un des nerfs de la guerre très très important dans cette histoire d'entreprendre. Et puis il y a bien sûr également des sujets de capital humain, de formation qui sont très importants. Et alors c'est pour ça que je voudrais vous laisser avec trois faits et 3 idées. Je pense que ce qui est très très important, c'est évidemment la volonté des gouvernements. Et ça, on l'a bien vu, et ça a été rappelé par les ministres, par les autorités, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, ce qui est très important, c'est la cohérence des politiques publiques. Parce que si vous n'avez pas de formation professionnelle adaptée, si vous n'avez pas les financements, si vous n'avez pas la gouvernance, si vous n'avez pas toute cette chaîne-là qui fonctionne, dans ces cas-là, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez un trou quelque part, et les efforts quelque part qui auront été mis seront particulièrement, pas aussi pérennes, ou pas aussi en tout cas fructueux qu'ils devraient l'être. Ça a été rappelé par le ministre Koulibaly, et je souhaiterais dire sur l'environnement du climat des affaires, et le ministre Riester l'a également dit, mais c'est très 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 impressionnant. Quand vous regardez au cours des 5 dernières années, les pays africains sont ceux qui ont progressé le plus dans les classements. Vous citiez, monsieur le ministre, le Doing Business. En effet, les pays africains ont fait des sauts de l'ordre de 75, 100 places de temps en temps, ce qui sont des sauts absolument considérables et qui doivent être salués. La deuxième des choses, c'est la nécessité du partenariat entre le public et le privé. Parce que non, l'État ne peut pas tout, mais par contre, l'État doit être un des moteurs très actifs de la transformation du public vers le privé. On a besoin de garanties quand il y a besoin de confiance bancaire. On a besoin que l'État puisse accompagner justement cette transformation. Et sans cela, là aussi, même chose, il y aura des ralentissements dans la manière dont il faut faire. Et enfin, je voudrais reprendre le mot, je me permets de reprendre le mot tutoiement ou le mot agilité, puisqu'en fait, il faut aussi après être très précis dans les actions qu'on prend. Et je voudrais vous raconter ces 2 anecdotes, une au Togo et une au Malawi. Au Togo, il y a eu, et ça touche à l'entrepreneuriat féminin, je suis trop longue, je fais très court, je promets, l'entrepreneuriat féminin, on laisse la parole à l'entrepreneuriat féminin, où il y a eu deux études qui ont été faites et qui sont très intéressantes, dans lesquelles on avait appris à un groupe de femmes à faire de la comptabilité et à l'autre groupe de femmes à faire de la comptabilité et de la motivation pour justement apprendre la persévérance et le fait de ne pas lâcher. Celles qui ont appris la comptabilité, ça n'a pas donné grand-chose. Celles qui ont appris la persévérance ont vu leurs profits augmenter de plus de 60%. Et même chose pour le Malawi. Et j'en terminerai là. Merci. Merci beaucoup Anne-Laure. Et effectivement, désolé, on n'a pas pu tenir cette parité, donc on a plus de temps de parole, c'est tout à fait normal. Alors, cher Jean-Marie, vous aussi, vous avez tout simplement racheté la boîte de votre patron et puis vous en avez fait un groupe qui est devenu un groupe emblématique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Vous êtes aujourd'hui le patron des patrons et vous avez une vision avec votre écosystème très précise de ces réalités entrepreneuriales. Pouvez-vous nous faire également, avec ce regard croisé, une analyse simple de la réalité et des ambitions que vous observez auprès de ceux qui vous entourent tous les jours dans l'entrepreneuriat ivoirien et de la région? Merci, Pedro. Je voudrais peut-être partager l'analyse de l'état des lieux qui vient d'être faite par Anne-Laure. Effectivement, pour moi, c'est clair. L'état des lieux, l'Afrique a connu une croissance régulière sur les dernières années. La Côte d'Ivoire, notre pays, a connu une croissance relativement forte depuis 10 ans. Mais à l'arrivée, le constat, quel est le constat? Est-ce que cela a suffi pour permettre à nos pays de sortir de manière significative de la pauvreté, d'amener une partie plus importante de la population à sortir de la pauvreté? Est-ce que cela a suffi pour amener nos pays à l'émergence économique? Non. Cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi parce que nous avons la problématique de la démographie importante dans nos pays, donc un accroissement important de la population qui vient donc impacter cette croissance-là. Et nous avons également, je dirais, une problématique sur le modèle économique qui a soutenu cette croissance. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, les infrastructures et donc les grands travaux publics. Les infrastructures, de notre point de vue, ne valent que pour autant qu'elles créent les conditions pour l'implantation, le développement d'un tissu économique, d'entreprises, de production, etc. C'est à ce deuxième stade-là
que ces infrastructures impactent sur une croissance durable. Sinon, l'infrastructure reste limitée dans son impact sur la croissance et notamment sur les populations. Donc, pour nous, je dirais, il n'y a pas le constat auquel on arrive, c'est que véritablement, il n'y a pas d'autre choix face à ces contraintes-là que le développement, l'élargissement de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'autres options que l'entreprise privée. Ce n'est même pas une question d'envie de liberté. C'est vrai. Ce n'est pas une question de tendance actuelle. C'est vrai. C'est une question de survie pour nos pays. Sans cela, nous ne pourrons pas sortir de cette situation de pauvreté. Le PND de la Côte d'Ivoire, dont vient de parler le ministre de l'économie, prévoit sur la période de 2021-2025 pratiquement 5 millions de créations d'emplois. Ce n'est pas l'État qui peut créer 5 millions d'emplois. Ce n'est que l'entreprise privée dans un modèle économique de création d'entreprises, dans un modèle économique de création de valeur ajoutée, de transformation industrielle. Alors, oui, nous devons créer toutes les conditions pour je dirais, soutenir cet élan de création d'entreprises. Nous devons créer toutes les conditions pour insuffler cet esprit d'entrepreneuriat auprès des jeunes. Et nous devons, en tant que, je dirais, plus anciens, opérateurs économiques, aînés, jouer notre rôle. Nous devons, en tant qu'organisation professionnelle, organisation patronale, jouer notre rôle. En Côte d'Ivoire, au niveau du patronat ivoirien, nous essayons de jouer ce rôle-là. La CGECI a initié depuis plusieurs années ce que nous appelons la CGECI Academy, qui permet chaque année de réunir pendant 2-3 jours 2000, 3000 jeunes pour donc parler de l'économie, parler de l'entreprise, pour susciter cette graine entrepreneuriale-là chez nos jeunes. La CGECI a créé en son sein un centre d'incubation et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs pour poursuivre cet élan. La CGECI a créé depuis plusieurs années la Business Plan Competition, qui est un concours de business plan pour soutenir des jeunes porteurs de projets. Nous avons notre part à jouer et nos gouvernants ont également une part fondamentale à jouer. On l'a dit tout à l'heure sur l'environnement des affaires. C'est le premier rôle de nos gouvernants, c'est de créer un environnement des affaires qui soit véritablement propice à l'entreprise privée. Cet environnement des affaires très large va, je dirais, des questions d'ordre général, de fonctionnement de l'administration, de la gouvernance et aux politiques administratives. La question de l'éducation. Oui, pour soutenir le développement de l'entreprise privée, il faut que le capital humain soit orienté dans ce sens-là. Donc, le type d'éducation que nous mettons en place dans nos pays doit être aligné avec cet objectif. Voilà, alors les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains d'une manière générale, de notre point de vue, ont bien conscience. Parce que, premièrement, ils sont aussi, je dirais, ouverts à cette évolution mondiale. Dieu merci, à travers les nouvelles technologies, les médias, ils sont portés par cet élan mondial de liberté, d'audace. Mais au-delà, ils comprennent de plus en plus qu'ils n'ont pas le choix. C'est une obligation pour eux. Il nous appartient à tous de créer les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. Et je voudrais juste faire un clin d'œil à nos amis, oui, parce que c'est la question de nos États, c'est la question de nos partenariats avec nos pays frères, l'Europe, la France, avec qui nous sommes aujourd'hui. Oui, je dirais, personne ne peut se permettre de voir ces millions de jeunes qui, on dit, 5-8 millions d'emplois à créer pour la Côte d'Ivoire. Quand on voit à l'échelle de l'Afrique, personne ne peut se permettre
de laisser cette jeunesse-là, je dirais, sans perspective. Et seule l'entreprise, l'auto-entrepreneuriat peut offrir ces perspectives-là. Et je crois que toutes les conditions sont réunies. Il ne nous appartient plus qu'à créer tous, État, secteur privé, les mécanismes adéquats. Mais des mécanismes, alors j'ai bien aimé ce qui a été indiqué tout à l'heure par le directeur général de BPI, des mécanismes qui fonctionnent, qui soient accessibles, qui soient agiles, qui soient souples. C'est parce que c'est cela l'entreprise. Sans agilité, l'entreprise meurt avant de décoller. Merci beaucoup. Merci, cher Jean-Marie. Les applaudissements spontanés traduisent les grandes attentes. Alors la commande me semble assez claire et je me tourne maintenant vers cet écosystème très important, on l'a compris, qui encadre l'entrepreneuriat, qui l'accompagne. On a compris également qu'il fallait créer cette flamme, la faire naître, l'entretenir et rendre possible que le fait du meilleur du privé soit allié au meilleur du public pour faire de cette génération arrivant sur le marché une génération d'entrepreneurs. Alors concrètement, je me tourne vers vous, monsieur le ministre Mamadou Touré. Vous êtes ministre, d'ailleurs, votre portefeuille résume en quelque sorte déjà beaucoup de réponses à ce qu'on vient d'entendre. Ministre de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et des services civiques. Donc vous, en tant qu'acteur très concret, très engagé dans le soutien de la jeunesse, comment vous traduisez cela dans votre stratégie? Comment répondez-vous à ces attentes? Merci beaucoup. Vous me permettez d'abord de partager les analyses qui ont été faites auparavant sur les enjeux actuels. En Afrique, nous avons 10 et 12 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, pour à peu près 3 millions d'emplois formels qui sont créés. En Côte d'Ivoire, nous avons une population qui est de 26 millions d'habitants, avec près de 19 millions de personnes qui ont moins donc, de 35 ans. Nous avons, selon l'enquête qui a été faite par l'UEMOA, aujourd'hui près de 4 millions de jeunes Ivoiriens qui ne sont ni à l'école ni au travail. Et cela pose énormément de défis. L'autre élément que je lui ai donné, c'est que, bon, on a hérité, excusez-moi, d'un système français où la plupart de nos jeunes pensent aujourd'hui que la solution, c'est donc être fonctionnaire. Vous avez à peu près un peu plus de 200 000 fonctionnaires donc, en Côte d'Ivoire. Bon, je sais que la tendance est en train de changer en France, c'est ce que le ministre m'a dit. Plus de 200 000 fonctionnaires, 30 000 postes donc, chaque année pour la fonction publique, pour 300 000 candidats chaque année. Au niveau du secteur privé, tout à l'heure je parlais avec le président Jean-Marie Accart, un peu plus de 600 000 emplois au niveau donc, du secteur privé. Ça veut dire que si aujourd'hui nous avons tous les jeunes Ivoiriens qui, par extraordinaire, étaient tous qualifiés donc dans des domaines bien connus, nous n'avons pas, malheureusement, un secteur privé qui est suffisamment dynamique pour absorber donc, toute cette main-d'œuvre. Et donc, ce qui m'amène à la conclusion pour dire qu'effectivement, l'entrepreneuriat apparaît comme une solution donc, face à cette situation. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau du gouvernement ivoirien, ça a été dit un peu, le ministre de l'économie donc, est venu là-dessus, il fallait donc prendre une série de réformes pour permettre justement, donc, non seulement au secteur privé d'agir, mais permettre à ces jeunes qui veulent entreprendre, donc d'entreprendre. Et des réformes ont été prises. Hein. Le CPC qui permet aujourd'hui, donc l'objectif c'est de créer une entreprise donc, en 24 heures. C'est Côte d'Ivoire PME, donc mon collègue est là, qui permet d'accompagner donc tous ces jeunes entrepreneurs, mais qui crée même à son sein des incubateurs pour permettre donc à ces jeunes donc d'agir dans les secteurs qu'ils veulent. Il y a une série de mesures au niveau de l'annexe fiscale, l'exonération qui est faite pour la patente pendant 5 ans pour des jeunes qui viennent de créer leur entreprise, 25% de réduction pour les impôts sur le foncier pendant 2 ans, etc. Donc une série de mesures, de réformes prises pour favoriser cela. À côté de ces réformes, il y a quand même des actions concrètes qui sont menées. Je prends mon département ministériel et je vais donner quelques exemples. Nous avons sur l'entrepreneuriat près de 60 000 jeunes sur 2 années qui ont été traités. Mais ça part des financements moins importants jusqu'aux financements les plus importants. Les petits financements, c'est souvent des jeunes qui ont besoin de 100 000, 200 000 francs CFA, 1 million de francs CFA.
Je me rappelle donc de cette dame à Yamoussoukro qui voulait vendre des pagnes Kita, c'est des pagnes traditionnelles, qui a eu un financement de 800 000 francs CFA, que j'ai visité il y a quelques mois. Mais monsieur le ministre, avec ces 800 000 francs CFA, j'ai pu faire ma petite boutique. Quand ça marche, je fais 200 000 francs de vente jour. Quand ça ne marche pas, je suis autour de 20 à 30 000 francs jour. Ce jeune Ivoirien qui a eu sa petite boutique, qui a eu à peu près 2 millions de francs CFA, qui travaille d'abord dans une boutique sénégalaise, mais qui a eu, grâce à ce financement, sa propre boutique, qui vous fait près de 1 500 000 francs CFA de chiffre d'affaires le mois. Ça veut dire qu'on a donc des entrepreneurs qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément besoin d'énormément de ressources, mais qui peuvent, à partir de petits financements bien encadrés, entreprendre et avoir donc des revenus nécessaires et pourquoi pas après donc agrandir leurs affaires. Et pour ce faire, pour ces petits financements, ces petits entrepreneurs, on a créé ici en Côte d'Ivoire le statut de l'entrepreneur, mon collègue en parlera peut-être ce soir, et qui permet donc de taxer une taxe communale de 2% à 2,5%. Ou pour les micro-entreprises, on va jusqu'à une taxe de 5%, mais toutes ces taxes réduites pour permettre donc à ces jeunes d'entreprendre et de ne pas avoir une fiscalité qui pèse sur les différentes activités. Après, on a des jeunes qui sont, un fort développement des start-up aujourd'hui, des jeunes qui innovent, qui apportent des solutions. On l'a vu avec la Covid. Moi, j'ai été heureux de financer l'année dernière beaucoup de jeunes. On a fait un appel à candidature qui sont venus avec des solutions concrètes pour accompagner donc le gouvernement dans sa lutte contre la Covid. Ça part donc de la fabrication de masques, ça part jusqu'au développement donc de logiciels qui permet donc aux gens donc de lancer des alertes, etc. Et ça a permis donc des jeunes qui ont innové, qui ont tenu compte du contexte sanitaire mondial pour proposer des choses concrètes. Il y a un groupe de jeunes, c'est par là que je vais terminer, qui, je peux les citer, le CIV, puisqu'on a fait une cérémonie où l'ambassade de France était représentée. Ce sont des jeunes, ils sont 20 jeunes, qui développent donc des start-up et qui apportent des réponses au-delà même des frontières ivoiriennes. Et il y a l'un des jeunes qui a eu aujourd'hui un contrat au Gabon, avec donc des solutions qu'il préconise, mais pour plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et pour ces jeunes, le gouvernement disait de les accompagner. Je crois qu'à leur activité, j'étais avec Pape, ça, nous avons décidé de les accompagner. Ils avaient un besoin de 2 millions d'euros à peu près, mais mon ministère va apporter 750 000 euros comme apport, puisqu'il y aura la mobilisation aussi donc, au niveau du secteur privé. Alors, je vais terminer par le secteur privé. Vous avez parlé de formation. Effectivement, le capital humain est extrêmement important. Et je me fais là le porte-parole de mon collègue qui est dans la salle, qui est au niveau de l'enseignement technique en formation professionnelle. Il faut que vous osiez un peu plus. Le capital humain, oui, on a des difficultés, mais si le secteur privé n'investit pas dans le capital humain auprès du gouvernement, des gouvernements, ça ne marchera pas. Nous souhaitons, il y a des réformes qui ont été faites, il y a des cas de discussion, mais je souhaite que le secteur privé aille beaucoup plus loin dans ses initiatives en matière de formation donc des jeunes dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Une réponse claire à Jean-Marie sur son appel du pied, qui ne l'était pas moins. Alors, passons maintenant au Sénégal avec une autre très belle expérience, celle de monsieur le ministre Papa Amadou Sarr. Est-ce que ce que nous avons entendu jusqu'à présent résonne à vos oreilles? Et racontez-nous comment, concrètement, au quotidien, vous agissez pour soutenir, faire naître et promouvoir cet entrepreneuriat au Sénégal. Alors, si je te racontais mon quotidien, tu allais fuir. Une fois, j'ai envie d'arrêter tout, de partir, de faire autre chose. Par contre, Nicolas avait parlé tout à l'heure d'audace. Moi, je parlerai Adama, de résilience. Aujourd'hui, c'est qui caractérise les entrepreneurs. J'en ai 4 ici, qui sont dans plusieurs secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, etc., des PME que j'ai amenés de Dakar, qui ont été résilients pendant la période de la Covid, qui ont eu à faire des masques, des gels, qui ont utilisé l'innovation technologique dans les universités, de l'intelligence artificielle et autres, des startups, pour mettre en place des produits adaptés aux hôpitaux. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes entrepreneurs qui m'inspirent, que j'accompagne au quotidien. Alors l'ADER,
ça ressemble un peu à un hybride de ce que disaient Aka et Mamadou. Et on est au milieu. On est une institution composée à 90% de jeunes entrepreneurs issus du secteur privé, des banquiers, des ingénieurs, qui, chaque jour, comme le disait Nicolas, répondent au téléphone, y compris moi, jusqu'à 1h du matin, le dimanche, en répondant aux jeunes désemparés, désœuvrés, qui n'ont pas de financement de la part des banques. Oui, les banques ne prêtent pas aux jeunes, aux femmes, aux pauvres, c'est la vérité. J'étais directeur général du secteur financier au ministère des Finances, je couvrais la majeure partie des banques. Nous avons fait le rebasage du PIB, le recensement général des entreprises en 2017. Je venais de rentrer des États-Unis et de la France, et on avait un constat effarant, c'est que pas plus de 10% des entreprises sont accompagnées par les banques. Le secteur informel, il est énorme, 90% quasiment, et c'est des jeunes qui passent leur temps entreprenant, auto-entrepreneurs, comme le disait toi Mamadou, qui vendent des cacahuètes, qui vendent des chaussures, qui confectionnent des tissus, des chemises, comme celui qui est là à côté, etc., etc. Il fallait les aider, il fallait mettre en place un dispositif. Le président de la République a osé, on l'a forcé littéralement à créer un fonds qui est le fonds de l'entrepreneuriat rapide. C'est d'où le nom, délégation à l'entrepreneuriat rapide. Beaucoup de gens disent que l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide, mais c'est faux. L'entrepreneuriat peut être rapide. En une journée, au Sénégal, aujourd'hui, on crée son entreprise. Le guichet unique de financement de l'entrepreneuriat a tout dématérialisé, du tribunal de commerce au tribunal de grande instance, le registre de commerce, le NINEA est obtenu en une journée. Tout est dématérialisé sur smartphone. On crée l'entreprise, on étudie le dossier, on prend le risque. On a 50 millions d'euros de budget par an venant de l'État du Sénégal, deux premières années consécutives. Après, les bailleurs, s'ils sont intéressés, ont compris, nous ont fait confiance. L'AFD a rejoint, je remercie l'AFD, Monsieur le ministre, 20 millions d'euros sur la table pour accompagner la Banque africaine de développement. Le président Adesina, qui est un visionnaire, qui veut créer la Youth Investment Bank, la banque pour l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, a mis 150 millions de dollars sur la table sur 5 ans, avec un décaissement initial de 70 millions d'euros que nous sommes en train de décaisser dans le cadre d'un programme qu'on appelle le PAVI, le programme d'appui de valorisation des initiatives entrepreneuriales, cofinancé par l'État du Sénégal, la BAD et l'AFD, et bien entendu, last but not least, la BPI qui nous accompagne sur le cadrage, les institutions, les structures. Je voudrais remercier, pas Nicolas, mais les équipes de Nicolas, Pedro, Isabelle, Vincent et autres, et John, qui nous aident au quotidien pour mettre en place une banque publique d'investissement pour les jeunes et les femmes au Sénégal. Bon, peut-être le président de la République ne va pas l'appeler exactement ce nom, mais c'est la même idée, une banque proche des jeunes, des femmes, qui leur fait du crédit de 1 million de francs CFA à 300 millions de francs CFA en dette, en garantie, en capital risque, et tout ce qui concerne aussi, on va le faire bien entendu, l'innovation, on en a parlé hier pour les startups, en subvention ou en prêt non remboursable pour permettre aux startups d'éclore. Et je terminerai sur les startups. Loi startup en 9 mois au Sénégal, 3 années d'existence. Pour les entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence, amnistie fiscale sur 3 ans pour leur permettre de grandir, d'accompagner. Le ministère des Finances a résisté, le président a signé. Merci. Visiblement très convaincant, cher monsieur le ministre. Vous l'avez fait. Alors attention, il y a une signature qui existe déjà, mais on vous la prêtera bien volontiers. Le meilleur du public, le meilleur du privé, le tout dans une banque. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, cher Franck, on a entendu des témoignages qui sont très clairs, qui ont fixé un cadre assez précis de la situation, avec des initiatives qui ont démarré. On sent bien que nous venons de voir cet exemple entre le public et le privé qui doit construire un destin commun. Nous avons notre propre expérience, mais nous avons également un enjeu, nous, la France, avec ce que nous avons pu déployer. On en a parlé ce matin avec Nicolas Dufour qui est avec vous maintenant. Quelle est votre vision sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette situation du continent, sur cette réalité du secteur privé et sur cette mobilisation des acteurs publics? Votre regard sur ce qu'on vient d'entendre et ce que nous pouvons apporter à travers notre action? Merci Pedro. D'abord, ce qui me frappe, c'est la convergence des prises de parole des uns et des autres qui démontrent que finalement les enjeux sont très clairs. C'est des enjeux d'ailleurs qu'on partage en France et en Europe. La question de la jeunesse, la question de l'entrepreneuriat,
la question de la formation, la question du financement des entreprises individuelles, avec la montée en puissance des entreprises quand elles sont créées, l'accompagnement sur le temps long, comment on accompagne la prise de risque, parce qu'entreprendre, c'est prendre un risque, donc il faut pouvoir être accompagné pour ça. Et donc finalement, les enjeux sont les mêmes. La volonté est présente de relever ces défis et de trouver des réponses adaptées à ces enjeux. Et je pense qu'à travers une journée comme celle-ci, on peut avancer vite pour mettre en place des plans d'action, mettre en place des initiatives et donner des idées à chaque entrepreneur d'oser aller vers les pouvoirs publics, aller vers les banques qui sont créées pour les accompagner dans leur création d'entreprise, pour les accompagner dans leur développement. Relever le défi de la formation. On était hier effectivement à l'ADER, cher Pape, où j'ai vu cette énergie incroyable de tous ces jeunes qui ont envie de créer, qui ont des idées, qui veulent se projeter dans l'avenir avec ambition, et que vous accompagnez. J'aurai l'occasion d'avoir une rencontre un peu similaire vendredi, cher Amadou, ici en Côte d'Ivoire, parce que je suis absolument convaincu que peut-être au-dessus de tous les autres enjeux, l'enjeu de la jeunesse est le plus important, et la réponse que nous devons leur apporter en termes de formation et en termes d'accompagnement à leur créativité et à leur volonté d'aller de l'avant. Je voudrais citer un exemple, une initiative qui me paraît exceptionnelle en termes de formation, c'est Star Academia. Trace Academia, pardon. Star Academia, c'est autre chose. Pardon, Olivier. Trace Academia, c'est l'idée de dire les jeunes qui sont décrochés, il faut aller les chercher là où ils sont. Et ils sont souvent sur un smartphone. On les trace et on leur propose une formation et on les emmène vers un métier. Et ce métier, ensuite, les entreprises, Monsieur le Président, elles en ont besoin de ces gens qualifiés. Et ils se relaient entre démarches associatives, démarches entrepreneuriales, accompagnement public avec des financements, et l'État français met de l'argent dans cette initiative, contribuera, j'en suis certain, à relever ce défi de la formation pour donner des métiers à nos jeunes ici en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, mais aussi en France, parce qu'on a le même enjeu des décrocheurs en France. Vraiment. La différence peut-être, nous, c'est l'économie informelle est moins importante en France qu'elle ne l'est ici en Afrique, avec donc des défis qui sont un peu plus spécifiques. Mais la question des décrochés, la question de la formation, offrir un métier à nos jeunes qui leur ouvre un accès à un emploi et qui leur donne la possibilité de pouvoir accéder à leur rêve entrepreneurial, c'est absolument décisif. Et donc des initiatives comme celle de Trace Academia, il faut qu'elles se multiplient partout. Et que, effectivement, Monsieur le Ministre, le secteur public, le secteur privé soient mobilisés autour de la formation de nos jeunes. Et deuxièmement, évidemment, le financement. Parce que quand même, on est ici à Big, on est ici dans un événement autour du financement de l'entrepreneuriat, avec une réponse qui est démultipliée en fonction des acteurs. BPI France a des réponses qui sont absolument adaptées à un grand nombre de problématiques, mais il y a aussi Proparco, filiale de l'AFD, qui fait des choses formidables à travers la proposition Choose Africa, qui vient garantir des financements pour les entreprises, qui vient mettre de l'argent pour investir dans des PME, à travers des fonds d'investissement qui sont des fonds d'investissement africains. Nous avons des accompagnements des différentes ambassades en Afrique de l'Ouest qui viennent subventionner des initiatives qui sont des initiatives innovantes en matière de création de start-up notamment. On en a parlé hier à Dakar. Et donc, nous sommes là pour essayer, avec vous, en lien avec les autorités ivoiriennes, sénégalaises ou les autres pays de la région, de bâtir des solutions de financement en partageant notre savoir-faire, notre expertise, mais aussi en mettant de l'argent pour répondre à cet enjeu considérable du financement de l'entrepreneuriat. Et puis enfin, si je voudrais finir sur un point, in fine, on a beau former les jeunes, on a beau mettre des financements, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à oser, c'est votre audace, c'est votre capacité, votre ambition à, vous aussi, chef d'entreprise, réaliser les rêves que vous avez dans votre déploiement à l'international, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais aussi en France. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais la France est ouverte aux entrepreneurs africains. Nous aurons un moment très fort à Paris, début octobre, Big, évidemment, mon cher Pedro, mais aussi le sommet Afrique-France. Le président de la République a souhaité qu'il soit dédié à la société civile, dédié à la jeunesse,
dédié à l'éducation, à la formation, à la culture, au sport et à l'entrepreneuriat. Et ça va être un moment fort d'échange entre investisseurs, créateurs, entrepreneurs africains et français, avec des gens de la diaspora française ici et de la diaspora africaine en France, pour faire, après ce moment ici à Abidjan exceptionnel, un autre succès de l'entrepreneuriat français et africain. Merci, monsieur le ministre. Alors, question courte et réponse courte, s'il vous plaît. On a 1 minute pour passer un message chacun. On va remonter dans le sens inverse du déroulé de ce... On me coupe le sifflet déjà. Je vous redonne la parole et je vous demande de passer un message. Ils sont 500 dans la salle, plusieurs centaines de milliers sur les replays. Quel message vous allez leur passer et vous souhaitez qu'ils retiennent? Mais dire que malgré tous les défis importants qui se posent à nous, l'espoir est permis. L'espoir est permis à travers la mobilisation des pouvoirs publics. L'espoir est permis à travers donc, la mobilisation du secteur privé. Et l'espoir est permis à travers donc, le partenariat Nord-Sud, qui pour moi sera un partenariat gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Cher Franck. Merci. D'abord, merci à nouveau à BPI, à Business France et à toutes les équipes qui ont fait un travail remarquable en quelques semaines. Parce que la décision, encore une fois, a été prise un peu, évidemment, au dernier moment pour adapter en fonction de la crise. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez fait un boulot incroyable. Et je suis certain, encore une fois, que cet événement va faire date dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis ensuite, c'est à nouveau un appel à l'audace, moi aussi, un appel à oser l'international, oser les partenariats, oser l'Afrique pour nos amis français et oser la France pour nos amis africains, dans des partenariats gagnants-gagnants, parce que c'est ça qui est la clé, on en est absolument convaincu, de l'avenir de notre relation économique et tout simplement de notre amitié. Merci, cher Pape. Oui, j'entonnerai la même chanson. L'Afrique, elle est résiliente. Il faut croire à l'Afrique. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Une population jeune, on l'a dit, stable, croissance macroéconomique autour de 5-6%, croissance démographique impressionnante, capacité, renforcement, financement, donc aux entrepreneurs et aux investisseurs français et étrangers, oser l'Afrique, investissez en Afrique, c'est le moment ou jamais, sinon les Chinois vont venir. Et on ne se laissera pas faire. Anne-Laure. Moi, peut-être de dire qu'il faut être exigeant. Il faut que les entrepreneurs soient exigeants par rapport au pouvoir public et que dans cette exigence, quand ils demandent que les moyens soient mis en œuvre, il faut aussi qu'eux-mêmes donnent beaucoup de feedback parce qu'on voit bien que c'est un exercice itératif, un exercice de confiance et le plus on donne du feedback, le plus on peut permettre aux dirigeants de prendre les bonnes décisions. Espoir, soyez entreprenants. Jean-Marie, le mot de la fin, le message. Juste, je voudrais dire qu'on a beaucoup parlé des jeunes, de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Nous avons vu un peu cela plus sous l'angle de menaces que cette jeunesse, cette croissance démographique peut représenter. Mais je pense aussi je voudrais dire que ce n'est pas seulement sous cet angle-là que l'entrepreneuriat doit être vu en Afrique. L'Afrique représente également un potentiel important pour son marché. Le ministre de l'économie l'a indiqué, 130 millions en zone UEMOA. L'Afrique représente un enjeu important pour les équilibres économiques de demain. Nous avons vu avec la crise du Covid, et je lisais ce matin dans la presse l'interview du ministre Franck Riester. Donc la France, l'Europe doivent diversifier leurs fournisseurs. L'Afrique peut être et doit être une nouvelle usine du monde. Donc nous invitons nos amis, nos partenaires de l'Europe à investir, à co-investir dans des entreprises, dans des industries, et pour que l'Afrique soit ce partenaire économique de référence qu'il peut être aux côtés de l'Europe et jouer sa partition dans l'économie mondiale. Merci beaucoup, cher Jean-Marie.